Salam alaikum. On va voir chapitre 2, intitulé Espace vectoriel et applications linéaires. Donc, ce chapitre sera divisé en 3 parties. La première partie, c'est espace vectoriel. Cette partie est divisée en 5 sections. La première section, c'est qu'est-ce que c'est les objectifs du chapitre, c'est-à-dire à quoi sert l'espace vectoriel. Deuxièmement, règles dans un cas espace vectoriel. On va voir qu'est-ce que c'est un espace vectoriel, une base d'un espace vectoriel, et aussi la dimension d'un espace vectoriel, et on finit par la notion de somme directe. Donc, objectif, savoir ce qui est un espace vectoriel et déterminer si un ensemble est un espace vectoriel dans notre espace. Savoir ce qui est une base, construire une base d'un sous-espace vectoriel, on reconnaît connaître une. Savoir utiliser la notion de dimension, il permet souvent d'éviter de nombreux calculs. Aussi, savoir déterminer si une application agissant sur un espace vectoriel est linéaire. Savoir déterminer l'espace image. Et qu'est-ce que c'est le noyau d'une application linéaire? Et en utilisant le théorème aux dimensions. Aussi, pouvoir donner la matrice d'une application linéaire dans 2 bases données. On sait en termes de vecteurs dans un sens très général, polynôme, matrice, suite, fonction, etc. Donc le problème posé, contrairement à R au carré ou bien R au carré ou R au cube, est difficile de visualiser les vecteurs dans un espace de dimension infinie, comme ce sont des fonctions par exemple. Si on prend une fonction pour une dimension supérieure à 3, donc il est difficile de construire ou de voir le graphe de f. Donc on passe à la section 2, espace vectoriel. Donc on prend K, un corps. Donc un E muni d'une loi de composition interne notée plus et d'une loi de composition externe notée point, qui est une application définie de K croix E vers dans E, tel que on a ces propriétés-là. Donc les éléments de K sont appelés scalaires et ceux de E sont des vecteurs. Donc on va voir les exemples. Si on prend E égale à R et K c'est R, donc on vérifie aisément que R plus est un groupe abélien et toutes ces propriétés sont bien vérifiées. Donc on a vérifié aisément que R plus point est un espace vectoriel sur lui-même. En général, tout corps commutatif est un espace vectoriel sur lui-même. Donc c'est une. Hein? Deuxièmement, Kx, l'anneau des polynômes à coefficient dans K, est un espace vectoriel sur K. La loi de composition interne, c'est là. Externe n'est rien d'autre que la multiplication de l'anneau K de x. Troisièmement, soit E et F K espace vectoriel, alors E croix F plus point est un K espace appelé espace vectoriel produit de E par F et où la loi interne plus, voilà, est définie comme ça, et pour la loi externe est définie lambda.xy, c'est lambda.x virgule lambda.y. Et on vérifie bien que E croix F est un espace vectoriel. Deuxième point, règle de calcul dans un cas espace vectoriel.
Donc le produit lambda x égale à 0, si seulement si lambda est nul, ou bien x c'est le vecteur nul. Et on a les trois propriétés. Donc, soit E un espace vectoriel sur K et F une partie de E. On dit que E est un sous-espace vectoriel de E si on a trois propriétés. F est non vide et F est stable par la multiplication et par la somme et la multiplication externe. Remarque, tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Donc si on prend F est un sous-espace vectoriel de E, vous pouvez vérifier que F vérifie la définition d'un espace vectoriel. Deuxième point, une partie F d'un K espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E, si seulement si. On va résumer ces trois conditions en deux conditions. Voilà. Donc, c'est-à-dire que F différent de vide et F stable par combinaison linéaire. Ça s'appelle combinaison linéaire. Quel que soit x, y appartiennent à F, quel que soit lambda et mu appartiennent à K, alors lambda.x plus mu.y appartiennent à F. Donc si on arrive à montrer que ce terme-là appartient à F, alors F est un sous-espace vectoriel. Quatrième point, si F est un sous-espace vectoriel de E, alors 0 appartient à F. Donc comment va-t-on utiliser cette remarque-là? Donc toujours si on prend un ensemble, si on remarque que 0 n'appartient pas à E, alors F n'est pas un... si on remarque que 0 n'appartient pas à F plutôt, alors F n'est pas un sous-espace vectoriel. Exemple. Donc on donne E égale à Kn, le produit cartésien de K par lui-même est un espace vectoriel. Donc en utilisant la définition du produit, car on a dit que puisque K est un corps commutatif, donc K est un espace vectoriel. Donc, et le produit de K, n fois de K, est un espace vectoriel. Deuxièmement, on prend F, xn, xn-1, et xn égale à 0. Alors, F est un sous-espace vectoriel. Donc, comment va-t-on montrer que ça? Donc, on remarque pour xi de i égale à 1 jusqu'à n-1 égale à 0. Alors, le vecteur nul appartient à F. Et le deuxième point, on va prendre lambda 1 jusqu'à lambda n-1 et le x grand xi jusqu'à xn-1 et le produit et la somme de lambda sigma de lambda i grand xi est égal à quoi? Chaque xi est égal à ce vecteur-là. Donc, x1, i, x2, i, etc. Donc, la somme donne la nth composante, c'est 0. Donc, il appartient à f. Donc, f est un sous-espace vectoriel. De même, si on prend n appartient à un entier naturel, et kn de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur à n. Alors, Kn de x est un sous-espace vectoriel de K de x. Donc, il suffit de prendre le polynôme nul a pour degré inférieur à n, donc appartient à Kn de x, et vérifier que Kn de x est stable par combinaison linéaire des éléments de Kn de x.
exercice, on donne E, c'est une droite, x plus y égale 0. Donc on a 0, 0 appartient, il suffit de remplacer x, y par 0. Et on va montrer qu'il est stable par combinaison linéaire. Donc on va vérifier que ce vecteur-là appartient à E. En effet, nous allons remplacer, après calcul, on obtient ce vecteur-là. Donc ce vecteur-là appartient à cette droite si c'est la somme des composantes égale à 0. Et on va calculer la somme. Et en fait, donc on a x plus y égale 0 parce que x, y appartient. Et de même pour AB. Donc, il appartient. Pour f égale la droite de x plus y égale à 1 n'est pas un sous-espace vectoriel car le vecteur nu n'appartient pas. Il suffit de remplacer x et y par 0. Donc, troisième point, base d'un espace vectoriel. Définition, on prend E un K espace vectoriel et A une partie de vecteur de n vecteurs, une partie finie non vide de E. Un vecteur x de E est dit combinaison linéaire de ces éléments de A, c'est-à-dire on peut écrire chaque vecteur de x de E en fonction de lambda i xi. Ça, c'est une longue combinaison linéaire. Si A est une partie non vide de E quelconque de E, un vecteur x de E est dite combinaison linéaire des éléments de A. S'il existe une partie finie B de A, telle que chaque élément x soit combinaison linéaire des xi et xn. D'accord? Des éléments de B. Pour toute partie non vide A de E, ça, espace vectoriel, on note A bar, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de A. Voilà. Si A est une partie non vide de E, alors A bar est un sous-espace vectoriel de E, appelé le sous-espace engendré par A. Pourquoi? Parce que si j'en prends un, on a 0, il faut dire que A bar, si A est une partie non vide de E. Alors, A bar, est-ce que A bar contient l'élément neutre? En effet, l'élément neutre égale, si je prends A, c'est xn jusqu'à xn, alors 0 égale à sigma de 0 fois le xi. Chaque 0 xi égale à 0. Donc 0 est une combinaison linéaire de 0. Donc appartient à A bar. D'accord? Et pour la stabilité par combinaison linéaire, c'est-à-dire que A bar est stable par alpha x plus bêta y avec x, y appartient à A. Donc il appartient à A bar. Donc A bar est un sous-espace vectoriel. En fait, A bar est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant A. Donc on peut écrire le A bar comme étant l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de A. D'accord? Pourquoi 0 appartient? Quel que soit lambda i appartient, je prends les lambda égale à 0. Donc, 0 appartient à lambda à A bar. Exemple, soit n un entier naturel, Kn de x est un sous-espace vectoriel de Kx, formé de polynômes de degré inférieur à n, comme tout élément de P polynôme s'écrit sous cette forme-là. Alors, donc A0 fois 1, A1 fois x, etc. D'où la partie 1x, xn est une partie génératrice de Kn de x. Ainsi, on peut dire que A bar, c'est égal à Kn de x. Pourquoi? Parce que tout élément de Kn de x s'écrit comme combinaison linéaire de
E1 x xn. Donc, le A bar, c'est bien Kn de x. Définition, soit E, K espace vectoriel, x1, xn des éléments de E. On dit que x1 jusqu'à xn sont linéairement dépendants, ou bien liés. S'il existe des scalaires lambda 1 jusqu'à n, tout tel que combinaison linéaire de ces vecteurs-là égale à 0. Dans le cas contraire, on dit que x1 jusqu'à xn sont linéairement indépendants ou est une famille libre. C'est-à-dire que si j'ai une combinaison linéaire de x1 et xn, alors on a les lambda i égale à 0, quel que soit, i varie de 1 jusqu'à n. Exemple, je prends la partie 1, 0, 0, 1 et je vais démontrer que c'est une partie libre. Donc je prends une combinaison linéaire qui est nulle et je vais calculer cette combinaison linéaire est égale à alpha, bêta, 0, 0. Donc par identification, donc on a alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Donc c'est une partie libre. Donc de x, la partie 1, xn, xn est libre pour tout élément tout entier n appartient à n. Car l'égalité A0, A1, x égale à 0 implique AI égale à 0 pour toutes i compris de 0 à n. Toute partie finie non vide et contenant le vecteur nul est liée. Car voilà une partie non vide contenant 0 et une partie finie contenant 0. Par suite, on a combinaison linéaire, on a ça égale à 0. Mais alpha 1 égale à 1. Donc la partie n'est pas libre. Donc il est lié. Soit E, un cas espace vectoriel, x1, xn appartient à E. On dit que la famille ou bien la partie x1, xn est une base de E. Si B est à la fois une partie libre et génératrice de E. Exemple. Donc Kn est un espace vectoriel et on a les vecteurs E1 égale En. Alors, la partie définie B, E1 jusqu'à N est une partie, est une base qu'on appelle la base canonique de Kn. Parce que on vérifie aisément qu'il est libre, sigma de alpha E égale à 0. Donc on obtient alpha 1 jusqu'à alpha n égale au vecteur 0, 0, 0, donc alpha égale à 0. Et c'est une famille génératrice. On va vérifier qu'il est génératrice. De même pour la partie B1 xxn est une base, parce qu'on a dit que 1 xxn est génératrice et est libre. Théorème, le système E1En est une base de l'espace vectoriel E si seulement si tout élément de X s'écrit d'une manière unique comme combinaison linéaire de EI. Voilà, donc on va démontrer l'unicité. Je prends X égale à deux combinaisons linéaires et je vais montrer que lambda I, EI égale à 0. Ils sont égaux, bien leur différence est 0. Donc on a cette famille E1 jusqu'à En est libre. Donc tout coefficient il est nul. On obtient l'égalité. Réciproquement, d'après l'hypothèse EI forme un système génératrice de E, alors de E, liberté. Donc on va voir qu'il est libre. Soit lambda 1 jusqu'à lambda n E égale 0, mais on a 0 égale à 0, E1 jusqu'à 0, E1. Comme l'écriture est unique, on a les lambda i égale à 0. D'accord? Si B égale à E1 jusqu'à n est une base de K espace vectoriel, alors
cet élément x de E, il existe des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n uniques, tels que x égale à cette combinaison-là. Donc, les scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n s'appellent les composantes ou les coordonnées de x dans la base B. Voilà. Quatrième point, dimension. On dit que K espace vectoriel E est de dimension finie sur le K s'il existe une partie finie G qui engendre E. C'est-à-dire que G bar égale à E, avec G est une partie finie. On dit que E est de dimension finie, revient à dire, ou bien dire que E est de dimension finie, revient à dire qu'il existe des vecteurs x1, xn, tels que pour tout x appartenant à E, il s'écrit sous la forme de cette combinaison-là, avec les lambda i appartient à K. Théorème, E un K espace vectoriel, B une partie finie, une base de E, et soit A une partie de V1, Vm de E, où les VI sont distincts des A2. Donc si on a M différent de N, M supérieur strictement à N, alors A est une partie liée, car il contient plus de vecteurs que B. Démonstration, on a V1 égale à cette combinaison linéaire. Je prends lambda i différent de 0, je suppose que lambda. Alors, on peut calculer EI en fonction de V1, E1, Vn. D'où ce espace vecteur F est engendré par V1, E1, N contient E1. Parce que E1 s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs. Par suite, F égale à E. Montrons par récurrence que V1, Vn engendre E. Donc, hypothèse, on a V1, VR, ER plus 1 engendre E. Alors, je prends un vecteur VR plus 1 égale à mu1, V1 jusqu'à un, mu1. Alors, les un, mu, les mu, pour u supérieur à R plus 1 ne peuvent pas être tous nuls, car A est supposé libre. Donc, sans perte de généralité, on peut supposer que mu de R plus 1 est différent de 0. On aura quoi? Je peux calculer ER plus 1 en fonction des autres vecteurs. Et comme le G est engendré par V1, N contient ER plus 1, donc on a G bien et E identique à E. Finalement, V1, V2, Vn engendre E, mais M supérieur à N, M s'écrit en fonction linéaire des vecteurs VI avec I varié de 1 jusqu'à N. D'accord? C'est-à-dire qu'il existe un lambda 1 jusqu'à lambda n tel que Vm égale cette combinaison linéaire. Ce qui est absurde car A est supposé libre. Lemme, soit E un espace K espace vectoriel, E différent de 0, et soit G une partie génératrice finie de E. Alors il existe une base B de E telle que B est dans G. Soit E un espace vectoriel qui admet une base formée de n éléments, alors toute autre base de E contient exactement n éléments. Voilà. Donc, démonstration, je prends B une base, et soit C, V1 une autre base. Alors, on a M supérieur à N, qui est impossible d'après ce qui précède. Donc, M, il est inférieur ou égal à M. De même, on a N supérieur à M impossible, d'où, finalement, N égale à M. D'accord? Soit E un espace vectoriel admet une base n éléments, on dit que N est la dimension de E sur K, on note indice K de E égale à N, ou dimension de E égale à N. Exemple, donc pour la dimension de Kn c'est N,
La dimension de K, indice K de K, c'est 1, car l'élément neutre pour la multiplication est une base de K. Pour dimension de C, donc K, c'est R, égal à 2, puisque 1i est une base de C. Donc chaque élément de C s'écrit 1 fois A plus B fois I, donc c'est une base. Si je prends le cas c'est 1, c'est C, donc la dimension c'est 1. Pour le n appartient à n, l'ensemble des polynômes à degré inférieur à n, c'est n plus 1. Car la base B contient combien d'éléments? Donc on a n plus 1 élément. Attention, ici c'est n plus 1, c'est pas n. Donc pour la dimension de 5 de temps 0, par convention, on dit c'est égal à 0. Théorème de la base incomplète, soit E un espace vectoriel dimension n, x1, xr une famille libre de E avec R inférieur égal à n, on peut trouver des vecteurs xr plus 1 plus n tels que cette famille-là soit une base. Exemple, je prends cette famille-là et prenons B, c'est la base canonique. On a le vecteur, premier vecteur, c'est 1 demi de ces deux vecteurs-là, qui appartient à A bar. De même, deuxième vecteur. Donc, on a ce vecteur-là et ce vecteur-là, donc c'est A. On ajoute le troisième vecteur, est une base de R3. On a complété la base. Donc, ces deux vecteurs sont libres et nous en trouvons un autre pour avoir une base de R3. Donc, K espace vectoriel n, B une partie de E contenant exactement n éléments, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. Si je travaille dans un espace de dimension finie, dire que B est une base de E, il suffit de montrer ou bien B est une partie génératrice, ou bien B est une partie libre. Somme directe, soit E un K espace vectoriel, F et G deux espaces vectoriels de E. On dit que F et G est on définit la somme de F et G par F plus G, c'est l'ensemble de X plus Y, tel que X appartient à F et Y appartient à G. On définit, on vérifie que F plus G est un sous-espace vectoriel de E. C'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contenant F union G. D'accord? Définition. On dit que E est somme directe de F, G. On note E égale à F plus G. Si tout élément de E s'écrit d'une manière unique, X égale U plus V, avec U est un élément de F, et G est un élément de FV est un élément de G. Donc on peut composer d'une façon unique chaque élément de X en un élément de F plus un élément de G. Donc G, on dit que G est un supplémentaire de F dans E. Donc voilà la caractérisation de somme directe. Pour démontrer que F et G sont directs, il suffit de montrer que E, chaque élément de E se compose en un élément de F plus un élément de G. Et l'intersection égale à 0. Voilà. Donc la démonstration. Voilà. Donc, application, je prends P, c'est l'ensemble des fonctions paires. Et ici, s'il vous plaît, c'est
c'est l'ensemble I. L'ensemble I, c'est l'ensemble des fonctions impaires. Premièrement, montrons P et I sont des sous-espaces vectoriels de R. Donc, on va vérifier que l'élément neutre appartient. Donc, c'est la fonction nulle. On a la fonction nulle, il est pair, parce que θ de moins x est égal à 0 et θ de x égale à 0. Donc, on a l'égalité. Donc, 0 est un élément neutre. Pour la stabilité, quel que soit f et g, deux fonctions paires, alpha, bêta derrière, donc alpha f plus bêta g, est-ce qu'il appartient à P? Est-ce qu'il est pair? Donc on prend un x appartenant à R, on va vérifier alpha f plus alpha g de moins x est égal à quoi? C'est alpha f de moins x plus bêta de g moins x. On a f de moins x et f de x, et de même g de moins x et g de x. D'où on a l'égalité, donc c'est une fonction paire. De même, on peut montrer de la même façon que I est un sous-espace vectoriel de R. D'accord? Deuxième question, c'est de prouver que P et I est somme directe de RR. Donc, on va utiliser la propriété. On va vérifier que P inter I égale à 0, parce que la seule fonction qui est à la fois paire et impaire, c'est une annule. Donc, je prends f de moins x d'accord égal à f. Donc f de moins x égale à f de x égale à moins f de x. Donc la seule fonction qui vérifie cette relation-là, c'est la fonction nulle. Et la décomposition, f de x, je peux écrire f de x sous cette forme-là. Ça, on vérifie ça que c'est une fonction qui est paire. Et on vérifie ça, c'est une fonction impaire. D'où la décomposition de f. Donc I et J, donc on a une somme directe. Théorème, soit E un K espace vectoriel dimension supérieure ou égale à 1, F un sous-espace vectoriel E, alors il existe un sous-espace vectoriel G de E, tel que E est somme directe de F de G. G est appelé un supplémentaire de E dans E, supplément de F dans E. C'est conséquence de la base 1 complète. Donc c'est conséquence de la base 1 complète. Et théorème, soit E un K espace vectoriel dimension n, et soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E, tel qu'on a une somme directe. Alors on a la dimension de E, c'est dimension de F plus dimension de G. Donc, remarque, on peut démontrer que F et G sont directs. Si il suffit de montrer que l'intersection de F et G est nulle, et la dimension de F plus G égale à E, donc on peut conclure que F et G sont supplémentaires. Voilà la démonstration, et merci.